fond de latte. En avril 2013, Yacine Sid, 20 ans à peine, comparaît devant la cour d'assises de la Haute-Saône. Il est accusé du meurtre de son meilleur ami, Pierre Nazika, 15 ans. Mais depuis le début de l'enquête, il nie. Il répète qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Son procès va être exceptionnel. Ouvrons la cote B du dossier d'instruction de Yacine Sid. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le samedi 27 novembre 2013, à 21h15, Madame Nazika débarque en panique au commissariat de Belfort. Monsieur, je suis très inquiète. Notre fils de 15 ans, Pierre, a disparu. Il n'est pas rentré du lycée alors qu'il finissait à midi. Il n'a jamais disparu comme ça, on n'a aucun problème avec lui. Ni à la maison, ni à l'école. Les policiers prennent tout de suite cette disparition au sérieux. La famille et les amis de Pierre collent des affichettes avec une photo de lui partout dans Belfort. Les cheveux châtains en pétard, les yeux en amande. Une bonne bouille. On a tout de suite l'intuition qu'il ne s'agit pas d'une fugue, mais qu'il s'agit d'une disparition inquiétante. Thérèse Brunissot, avocate générale. Il s'agit d'un adolescent, Pierre Nazika, qui a 15 ans, qui n'a jamais posé aucun problème, qui est assidu en cours. Il est en première ES à ce moment-là au lycée Condorcet à Belfort. Il est d'ailleurs allé en cours tout à fait normalement le samedi matin. Et c'est à partir de la mi-journée du samedi qu'il disparaît. Il s'agit d'un adolescent qui ne pose aucun problème, qui n'a jamais fugué, qui est totalement inconnu des services de police et de gendarmerie, dans un milieu familial extrêmement bien inséré. Il a beaucoup d'amis lycéens comme lui et tous ses amis sont immédiatement très inquiets de par sa disparition. Donc le samedi soir, on sait que le père de Pierre Nazika fait tout le tour de Belfort à la recherche de son fils. Le dimanche, tous les amis s'affairent aussi pour le rechercher. Le lundi, on ne le retrouve toujours pas. Il n'est pas en cours, il ne réapparaît pas. Personne ne l'a vu. Les rumeurs courent sur le fait qu'il serait peut-être détenu, retenu dans une cave d'un quartier sensible. D'autres rumeurs courent sur le fait qu'il aurait dealé des stupes et qu'il aurait peut-être eu des problèmes à cause de ces éléments-là. Et à partir du lundi, c'est véritablement un corps qu'on recherche parce qu'on pense à ce moment-là que cet adolescent risque fort de ne pas réapparaître vivant. Les remparts de Belfort sont très très enneigés et le mercredi matin, le sac à dos de Pierre est retrouvé avec ce qui lui appartient à l'intérieur, à proximité des remparts, de la poudrière. Et en fait, l'après-midi, il sera retrouvé dans une des casemates. Au fond de la casemate, elle fait 11 mètres de long, 7 mètres de large de mémoire et il sera retrouvé au fond de cette casemate mort. De l'actualité en Franche-Comté, la marche silencieuse de la population belfortaine après la mort de Pierre, ce lycéen de 16 ans dont le corps a été retrouvé avant-hier. 1500 personnes se sont rassemblées, parmi lesquelles de nombreux jeunes. Pierre, on le connaît, on est tous ses amis de collège. On le connaît depuis le collège.
Et voilà, c'était quand même un bon ami, on a partagé des bons moments et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. 1 mois et demi après le meurtre d'un adolescent à Belfort, un suspect a été arrêté et mis en examen pour homicide volontaire. Il s'agit d'un jeune de 18 ans, ami de la victime. Le procureur évoque des éléments graves et concordants. Les 2 adolescents auraient tué un différend. Le meurtrier présumé nie toutes les accusations. Yacine Sid, il est présenté comme étant le meilleur ami de Pierre. Et d'ailleurs, Yacine Sid lui-même se présente comme étant un ami très proche de Pierre. Et il dit d'ailleurs de Pierre, quand il parle de Pierre, il dit mon meilleur ami. Voilà. Alors en fait, ils se sont véritablement fréquentés à partir de l'été précédent. Les parents de Pierre ne connaissent pas Yacine, qui n'est pas venu, en tout cas en leur présence, au domicile familial. Mais Pierre leur en parle et il se trouve que Pierre reçoit livraison à son nom au domicile de ses parents, donc à son domicile, reçoit la livraison de colis qui sont en fait commandés par Yacine. Et Pierre explique à ses parents que s'il reçoit des colis, c'est parce que c'est Yacine qui ne peut pas les recevoir dans sa famille, qui n'est pas d'accord pour qu'il les reçoive et qu'il les fait livrer chez lui. Donc, ils sont souvent ensemble, mais les parents de Pierre ne connaissent pas Yacine. Yacine, c'est un jeune garçon qui a à ce moment-là 18 ans et 4 mois. Sur le plan scolaire, il va bien jusqu'à presque la fin du collège, mais il redouble sa 3e. Là, il décroche complètement sur le plan scolaire. Il passe néanmoins en seconde, il redouble sa seconde et il abandonne le circuit généraliste à ce moment-là, après 2 redoublements. Et il est à ce moment-là en préparation il est en première professionnelle dans la vente. Voilà. Bon, Yacine, on va pas tourner autour du pot. Hein, t'es le dernier à avoir vu Pierre vivant. On a la vidéosurveillance. On a la téléphonie. Tout nous mène à toi. Et c'est pour ça que t'es ici. Si Pierre était réellement ton meilleur ami, il faut que tu t'expliques. Mais je vous dis que j'en sais rien. Je sais pas, il s'est mis dans une sale affaire. C'est n'importe quoi, ça. On a vérifié cette histoire de revente de shit. Il n'y a rien. Écoute, on te met au repos. Et puis réfléchis bien à tout ça. Hein ? Et on reviendra te chercher. Dans sa dernière audition, en garde à vue, il ne répond plus aux questions. Et notamment la dernière question. Alors, il y a un certain nombre de questions sur la chronologie où il se rend compte qu'il est en train de se contredire totalement et qu'en réalité, les enquêteurs lui mettant sous les yeux au fur et à mesure tous les éléments résultant de la vidéosurveillance, résultant des auditions de témoins, des contradictions qu'il y a entre ses propres déclarations et toutes les investigations effectuées, eh bien, à partir de ce moment-là, il refuse de répondre. Et à la dernière question de la dernière audition en garde à vue, avez-vous tué Pierre Nazika ? Là aussi, il s'enfermera dans le silence. L'avocat de Yacine Sid continue de crier à l'erreur judiciaire. Maître Dreyfus Schmitt a déjà déposé 3 demandes de mise en liberté du principal suspect, toutes rejetées. Aujourd'hui, il réclame qu'une datation du sang retrouvé sur le sac de son client soit effectuée. Surtout, il lance un appel à témoins à la population. Les bruits, les rumeurs qui courent aussi bien dans les quartiers que dans les maisons d'arrêt me montent, j'allais dire, jusqu'aux oreilles. Et c'est vrai que ce que l'on en dit, c'est que mon client est parfaitement innocent. Maître Schmitt qui accompagne chacun des interrogatoires de conférences de presse qu'il convoque lui-même. Thérèse Brunisseau,
avocate générale. Et qui, à chaque fois, tente d'assassiner et le juge d'instruction et le parquet en disant que le travail n'est pas fait comme il le faut, que de toute façon, il s'agit que d'une instruction à charge. Or, la majeure partie de l'instruction, donc du travail du magistrat instructeur et des enquêteurs, a consisté à vérifier en réalité les explications qui étaient données par Yacine Sid. C'est-à-dire que chaque fois qu'il a changé de version, et il a changé de version, puisqu'il arrive à l'audience avec la dernière version qu'il a donnée au juge d'instruction, qui est, en fait, on a été pris à partie par 3 trafiquants de produits stupéfiants. On avait des ennuis et on avait une dette. Pierre avait une dette. Et quand je le quitte ce jour-là, il est en train de se faire en gros massacrer par 3 types qui sont arrivés à bord d'une Golf rouge. Il y a un Karim. Et en réalité, les enquêteurs vont passer des mois à essayer d'identifier, parce que c'est sa version et que le rôle d'un juge d'instruction, parce que l'instruction, elle se fait à charge et à décharge. C'est-à-dire que chaque fois que Yacine Sid a apporté des éléments qu'il considérait comme étant à sa décharge et permettant de l'exonérer, toutes les vérifications ont été faites et rien n'a pu être jamais vérifié parce que ce qu'il disait, c'était des mensonges. Je suis arrivé dans cette affaire sur le tard. Maître Usan, avocat de Yacine Sid. C'est-à-dire quelques mois avant l'audience de la cour d'assises de Vesoul. Je suis intervenu à la demande des parents, qui avaient déjà un excellent avocat, mon ami et confrère maître Dreyfus Schmitt. Et lorsque les parents sont venus me voir, c'était pour un peu consolider la défense. Des parents meurtris, désespérés, qui criaient à l'innocence de leur fils, puisque Sid clamait son innocence depuis des mois et des mois et des mois. Donc je suis allé à la rencontre de ce jeune garçon qui avait à peine 19 ans au moment où je l'ai rencontré, à la maison d'arrêt de Belfort. Une maison d'arrêt traditionnelle en bois avec des surveillants patients, gentils, qui demandent au vieil avocat que j'étais déjà, est-ce que vous voulez un café? C'est presque si on m'a pas donné la main pour monter ce grand escalier qui a mené à un parloir en bois, sans barreaux, puisque tout le monde faisait confiance à ce jeune garçon que j'allais voir. Je l'ai rencontré dans une pièce de jeu, qui est le parloir réservé aux familles où les enfants, les petits-enfants, jouent pendant que les parents parlent. Et j'ai été immédiatement interpellé par le côté frêle, fragile, pleine d'enfance de Yacine Sid. J'ai vu un petit être qui était à l'opposé du crime qu'on lui reprochait. Et c'est une image qui m'a frappé. Il m'a rencontré pour la première fois, nous avons beaucoup parlé, il clamait son innocence avec précision, intelligence, il argumentait dans un langage très posé, un bon vocabulaire, une bonne grammaire, et surtout en me regardant bien dans les yeux, calmement, et me disant « je vous fais confiance, je suis innocent ». J'ai revu ensuite les parents en leur disant que j'acceptais d'assurer sa défense avec mon confrère Dreyfus Schmitt et que j'étais d'accord pour plaider son acquittement. Europe 1. On de la raconte, Code B, la suite de votre épisode. En avril 2013, après 2 années d'instruction, Yacine Sid comparaît devant la cour d'assises de Haute-Saône à Vesoul. Malgré de nombreux éléments contre lui, il maintient toujours qu'il est innocent. L'avocate générale Thérèse Brunisseau est convaincue du contraire. Il ment pendant l'instruction. Thérèse Brunisseau,
avocate générale. J'en ai la conviction, enfin je rédige le réquisitoire définitif, je n'ai aucun doute sur la culpabilité de Yacine Sid. Je suis pas la seule, hein. Enfin je veux dire, à part sa défense qui crie au scandale et qui accuse l'institution judiciaire dans son ensemble d'ailleurs de détenir un innocent de 18 ans. Le dossier est plein d'éléments à charge. Tous les éléments à décharge apportés par la défense ont été vérifiés et n'ont pas été confirmés. À partir de là, moi je n'ai aucun doute sur la culpabilité de Yacine Sid avant d'aborder le procès. Code B37. Expertise psychologique du docteur Hacker. La personnalité de Yacine Sid se caractérise par une absence totale de tout affect, de toute émotion, de tout conflit interne. Tout se passe comme s'il y avait un véritable vide intérieur. Ce qui se traduit par sa totale incapacité à me faire part de son vécu du décès de Pierre. Cette absence de tout affect se traduit par ses sourires durant tout l'examen, y compris lors de l'évocation du décès de celui dont il affirme qu'il s'agissait de son meilleur ami. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on a toujours ressenti chez lui. L'absence d'affect, l'absence d'émotion. C'est quelqu'un qui n'exprime jamais aucune émotion. À chacun de ses interrogatoires, il a été extrêmement vindicatif lors de ses interrogatoires par le juge d'instruction, puisqu'en réalité, le juge d'instruction notait absolument tout, y compris les expressions. Et donc, on a, à la lecture des interrogatoires, des procès-verbaux d'interrogatoire par le juge d'instruction, on a vraiment le reflet de l'attitude que pouvait avoir Yacine Sid lors de ces interrogatoires. Conforté en cela, d'ailleurs, par son avocat du moment, qui avait lui-même, qui confortait aussi cette attitude extrêmement revendicative. Code B37. Expertise psychologique de Madame Hacker. Yacine Sid fait preuve d'un profond égocentrisme, ne s'intéresse à rien ni à personne en dehors de lui-même. Il a une très haute opinion de lui-même, énumérant à ma demande toutes ses qualités. Il me dit gentil, serviable, généreux, très généreux. Il est intéressant de noter qu'il n'arrive à se trouver qu'un seul défaut. Je suis feignant. Et encore après un long temps de réflexion, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de défaut. Ce serait mentir. L'interdit, dit l'expert, n'est aucunement intégré, il n'a aucune limite et est prêt à tout pour arriver à ses fins. Elle continue, l'apparence comble chez lui l'inanité de son identité, il fonctionne dans le paraître. Il fait preuve d'un profond égocentrisme et a une très haute opinion de lui-même. Au total, dit-elle, Yacine Sid ne présente aucune caractéristique d'un adolescent, alors qu'il en a le physique, puisqu'il est petit, il est assez malingre, il fait très très jeune, et puis il l'est objectivement, puisqu'il a 18 ans et 4 mois au moment de la mort de Pierre. Sa personnalité n'est pas en devenir, dit l'expert, elle est parfaitement structurée, ce qui est rare quand même pour des jeunes gens de 18 ans et quelques mois. Alors, elle dit, elle écrit, sa personnalité présente pour cet expert donc toutes les caractéristiques de la perversion, les plus importantes étant l'absence de tout affect, un fonctionnement dans le contrôle et la maîtrise, ainsi qu'une relation particulière avec autrui. Alors, elle précise quelque chose, cet expert, qui est, elle est la seule à en parler, mais vous le savez, Yacine Sid a été tué de 25 coups de couteau à peu près, environ 25, et il y en a beaucoup superficiels au visage. Et cet expert dit, si Yacine Sid a commis le meurtre qui lui est reproché, elle prend toujours cette précaution comme le font tous les experts, puisqu'à ce moment-là, il ne reconnaît pas ce meurtre, il s'est acharné à démolir le visage de Pierre, ce qui laisse envisager une dimension sadique, compatible avec un fonctionnement pervers, et laisse mal augurer de sa réadaptabilité.
Donc on a là une expertise psychologique qui tient compte des dénégations de Yacine Sid, mais qui dresse un tableau extrêmement noir de la personnalité de ce jeune homme. La cour! Je vais au procès extrêmement confiante sur l'issue du procès en tout cas. Enfin, il est mis à terre, Yacine Sid, si vous voulez. Par l'instruction des faits, par les dépositions de témoins, par la déposition du capitaine qui a été le directeur d'enquête, par les différentes auditions, par l'instruction qui est faite par le président à l'audience, par les interrogatoires qui sont faits aussi par moi-même. C'est-à-dire qu'en réalité, je suis très étonnée sur ces 2 premières journées d'assister finalement, oui je le disais, quasiment à une mise à mort, à une forme de rouleau compresseur de notre part. Lorsque nous arrivons au procès au premier jour, nous étions, Maître Dreyfus-Schmitt et moi-même, sereins quant à l'acquittement. Maître Usan, avocat de Yacine Sid. Nous pensions réellement que l'acquittement était à notre portée et que nous allions sauver un innocent d'un crime qu'il n'avait pas commis. Et il y a eu un moment où notre défense était intenable, où véritablement les charges avaient été très éclairées, très étoffées, très argumentées par le président de la cour d'assises. Et à ce moment-là, le devoir d'un avocat est de s'interroger. Est-ce que je continue à plaider un acquittement qui est dorénavant impossible, sauf miracle, mais les miracles en cour d'assises, ça n'existe pas, ou est-ce que mon devoir n'est-il pas d'aller à la rencontre de mon client, en l'occurrence un gamin qui avait 20 ans au moment des faits qui lui sont reprochés, il avait 18 ans. Est-ce que mon devoir d'avocat n'est pas d'aller à sa rencontre pour le mettre sur le chemin de l'aveu, parce que ce sera préférable. Donc, nous avons demandé une suspension d'audience, mais qui n'était pas suspecte, qui était dans l'ordre des choses, au nom de la fatigue, etc. Et nous sommes allés avec mon confrère Maître Dreyfus-Schmitt dans le parloir attenant au box des accusés à Vesoul, et nous avons parlé avec Sid Yacine. Je lui ai dit clairement, je crois que nous allons dans le mur, je crois dorénavant que vous êtes coupable, et je pense que votre intérêt est d'avouer. C'est un garçon extrêmement intelligent, remarquable. Pour illustrer son intelligence, il avait en maison d'arrêt de Belfort un professeur de jeux d'échecs. Au bout de 3 mois, c'est lui qui battait son professeur de jeux d'échecs. Et donc, un garçon qui anticipe les coups. Et qui, avant que je lui dise « votre intérêt est de plaider coupable », il l'avait déjà lui-même intégré. Mais seulement, il était bunkerisé. 2 ans et demi de mensonges. 2 ans et demi de mensonges argumentés, sous le regard de sa famille, et notamment de son papa et de sa maman, qui le croyaient innocent. Donc, il est dans un bunker. Il ne peut plus s'en sortir. Il s'est construit une armure de mensonges de laquelle il ne peut pas s'en sortir, sauf si un obus arrive. Et l'obus est arrivé par l'audience. Et donc, nous n'avons fait que faire fleurir les choses. Lorsque nous lui avons dit « vous devriez plaider coupable parce que nous vous pensons coupable », il a dit immédiatement « oui ». La cour! Nous sommes revenus dans la salle d'audience. Une salle d'audience digne, mais avec beaucoup d'émotion. Les parents de Pierre Nazika attendaient quelque chose de ce procès. Lorsque nous avons repris l'audience, le silence s'est d'abord fait
lorsque les avocats ont repris leur place dans le box. Ce qui est assez rare. Habituellement, le silence se fait lorsque l'accusé rentre dans le box. Mais il n'était pas encore introduit. Seuls les avocats de la défense, nous étions au banc de la défense. Et le silence s'est fait. J'ai interprété ce silence comme la preuve que toute la foule présente dans la salle d'audience attendait quelque chose. Attendait quelque chose qui nécessairement s'était produit dans notre discussion. Faites entrer l'accusé. Sid Yassine est entré. Le président m'a regardé et j'ai dit, Monsieur le Président, l'accusé a quelque chose à vous dire. Silence. Un silence, je n'ose pas vous dire. Celui que l'on qualifie habituellement de mort. Après 2 ans d'enquête, Yassine Sid est jugé devant la cour d'assises de la Haute-Saône à Vesoul. Il répète qu'il est innocent. Mais ses avocats comprennent qu'ils vont dans le mur. Alors le 3e jour d'audience, après la pause de midi, les avocats de Yassine Sid font savoir au président que Yassine veut faire une déclaration. Sid Yassine s'est levé. Il a bien ajusté sa bouche contre le micro. Il lui a dit « Je reconnais les faits, c'est moi qui ai tué Pierre ». L'émotion a culminé dans cette cour d'assises et tout le monde a manifesté à sa manière une certaine compensation, une espèce de dépression. Tout le monde s'est lâché. J'ai vu beaucoup de gens pleurer, notamment parmi les jurés, et peut-être ai-je cru voir que l'avocat général a elle-même essuyé quelques larmes. Nous les avions retenus parce que nous étions préparés à cet aveu, que nous avons vécu comme la manifestation de l'indépendance de l'avocat et de sa responsabilité. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose de tout à fait surprenant que je n'ai jamais vu à aucun autre procès. Thérèse Brunisseau, avocate générale. C'est qu'au moment où il fait ses aveux, son père et sa mère ne sont pas dans la salle puisqu'ils sont dans la salle des témoins. Le président ne les a pas encore entendus. Et après les aveux, le président fait revenir le père tout d'abord. Et là, le président annonce au père de Yassine Sid que son fils vient d'avouer. Et là, il se passe quelque chose, un moment hors du temps, hors de la réalité. Le père commence à crier à l'égard des avocats de son fils « Vous m'aviez dit qu'il serait acquitté ». Avec une forme de rage et de colère, mais vous m'aviez dit qu'il serait acquitté. Et puis, aussitôt après, il se tourne vers la famille Nazica et il s'adresse au père de Pierre Nazica. Il est à genoux, à ce moment-là, il tombe, Monsieur Sid, et il demande pardon au père de Pierre en lui disant « Je vous demande pardon, on n'a pas élevé notre fils comme ça, je vous demande pardon ». Et là, le père de Pierre Nazica se lève et vient relever Monsieur Sid, qui est à ce moment-là à genoux. C'était un échange très émotionnel.
Et nous avons contemplé ça, les avocats, depuis le banc de la défense, comme étant peut-être une œuvre de justice. Nous avions participé à une œuvre de justice. Le président de la cour d'assises suspend l'audience et sollicite en urgence une expertise psychologique. C'est Frédéric Forestier qui s'en charge. Habituellement, lorsqu'on a une expertise, on est ordonné et on a approximativement 3 mois pour rencontrer la personne, travailler autour de l'expertise, prendre du recul pour écrire quelque chose d'assez neutre et fiable. Frédéric Forestier, experte psychologue. Là, on a 3 jours, donc ça complique le travail. Yacine, experte psy, tu viens? Alors, lorsque j'arrive à la maison d'arrêt, je rencontre un jeune homme donc de 20 ans, plutôt de petite corpulence, qui semble plutôt abattu. Son discours est un peu monocorde, c'est-à-dire qu'il peut raconter les faits comme son parcours de vie sur le même ton. En revanche, par exemple, lorsqu'il parle de sa grand-mère, il se met à pleurer et là, l'expression des affects peut enfin se faire jour, je dirais. Grand-mère qui était très très proche de lui, dont on peut imaginer par ailleurs qu'elle a été un substitut maternel fort et qui est décédée 1 mois avant les faits. Quels sont vos souvenirs du jour où vous avez tué votre ami Pierre Nazika? On devait déjeuner ensemble. Pierre, il était souriant parce que la veille au soir, il avait eu des problèmes avec sa copine. Il m'a demandé de l'aide. Et grâce à moi, ils s'étaient remis ensemble. Et donc, il m'a remercié. Puis j'ai commencé à lui parler de mes soucis, la mort de ma grand-mère, mais il s'en foutait complètement. J'avais l'impression qu'il voulait pas m'aider. Alors que moi, je l'avais aidé. Ça m'énervait, ça. Mais pourquoi l'avez-vous tué? Comme je venais de rouler un spif, j'avais mon couteau pour couper la résine. Et comme il était plus costaud que moi, j'ai sorti mon couteau pour le menacer. Il m'a dit que je lui faisais pas peur. Et je sais pas, son air là, ça m'a fait dégoupiller. J'étais plus moi-même, quoi. Ce qu'il peut en dire, c'est qu'il ne se souvient pas très bien où est-ce qu'il a mis le premier coup de couteau. Il nous dit, c'est comme si on avait mis ma vie sur pause. Peut-être une forme de sidération, je ne sais pas bien. Et il semble revenir à lui au moment où il voit que son ami ne bouge plus. Il réalisait ce qui s'était passé, mais ça ne pouvait être lui parce que lui était incapable de faire ça et incapable de faire ça à Pierre Nazika, qui, rappelons-le, était quand même son meilleur ami, peut-être voire son seul ami d'ailleurs. Concernant le passage à l'acte de ce jour-là contre Pierre Nazika, je pense, il le dit, il utilise le terme de détresse. J'étais en détresse et même lui, celui sur qui je me suis toujours appuyée, ne peut pas m'aider et il a eu cette impression que celui-là même qu'il considérait comme son meilleur ami se moquait de lui. En tout cas, ça le faisait rire et j'ai imaginé qu'il y avait pu y avoir à ce moment-là ce fameux court-circuit et donc ce passage à l'acte complètement robotisé, je le dirais comme ça, avec une incapacité. À ce moment-là, il n'est plus du tout dans la réflexion, quoi. J'attaque dans mes réquisitions sa défense. Thérèse Brunisseau, avocate générale. Pendant l'instruction, parce que je pense que peut-être on aurait pu éviter des choses difficiles, notamment pour la famille Nazika, qui a entendu des choses pas simples, qui a
qui a quand même entendu dans les premiers jours de la disparition de son fils qu'il dealait des stupes. On l'a sali parce que, en réalité, il a été sali parce que Yacine Sid l'a sali. Yacine Sid, dès le samedi et dès le jour de la disparition, dès le jour du meurtre, en réalité, renverse complètement la responsabilité et accuse Pierre d'être un escroc, accuse Pierre d'être un trafiquant de stupéfiants. Cette famille a quand même entendu tout cela, si vous voulez, est repris par la presse locale. Ça a été insupportable rétrospectivement. Donc voilà, ce que je dis dans mes réquisitions, c'est que même s'il est très tardif, cet aveu, il est important. Voilà, et je requiers la peine de 20 ans de réclusion criminelle parce que c'est un meurtre. Mais ces aveux vont être interprétés comme une posture d'audience en disant pratiquement « vous avez retenu l'élastique pour bien le détendre à l'audience et vos avocats sont habiles ». Maître Uzan, avocat de Yacine Sid. Non, c'est pas du tout ce genre-là. Ça existe, d'accord. Mais c'est pas du tout ce genre-là. Parce qu'il fallait, pour pouvoir prononcer ces aveux, détruire ses parents. Ses parents ont été détruits. Ils ont cru jusqu'à la dernière seconde que Sid Yacine, leur enfant, était innocent. Ils se sont saignés à blanc pour pouvoir assurer une défense. Voilà. Donc, tout s'est ébranlé. Donc, Sid Yacine a, à un moment donné, compris que son intérêt était de reconnaître. Et je pense que peut-être que psychologiquement, il n'aurait pas pu vivre avec un mensonge. Pour le meurtre de son ami Pierre, Yacine Sid est condamné à 20 ans de prison. Il accepte ce verdict et il ne fait pas appel. Et voilà, c'était On de la raconte version Code B, version psy, autrement dit. Rédacteur en chef Guillaume Maury, enquête aujourd'hui de Marion Douzet. Montage Célestin Muller. À demain. Allez, salut. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast. La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 € par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation. Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 €. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Rendez-vous chez Suzuki Sarcelles, 8 rue Henri Dunant.